L'histoire est remplie de nombreux récits sombres et mystérieux, allant des légendes de sorcières et de vampires aux récits de malfaiteurs et d'empoisonneurs. Dans cette vidéo, nous allons aborder tout cela et bien plus encore. Nous commençons à la fin du XVe siècle en Italie, où des rumeurs de débauche et de meurtre entouraient une femme et sa famille en raison de morts mystérieuses de personnes proches d'eux. Lucrèce Borgia est née le 18 avril 1480 à Subiaco, qui était alors une ville en dehors de Rome, mais qui est aujourd'hui une banlieue de la capitale italienne. Son père était Rodrigo Borgia, un Espagnol originaire des environs de Valence, mais qui s'était rendu à Rome au milieu du XVe siècle. Et sa mère était Vanessa di Catenai, la principale maîtresse de Rodrigo. À Rome, il gravit rapidement les échelons de l'Église catholique romaine sous le patronage de son oncle Alfonso, qui avait été élu pape Calixte III en 1455. À la fin des années 1450, Rodrigo était cardinal, une fonction puissante dans ce qui était un État pontifical tout aussi influent, qui contrôlait une grande partie du centre de l'Italie à l'époque, bien au-delà du Vatican. Mais Rodrigo n'était pas exactement un cardinal ordinaire. Il avait de nombreuses maîtresses et engendra plusieurs enfants, bien que cela ne fût pas rare chez les ecclésiastiques à l'époque. Il régnait une grande hypocrisie au sein de l'Église durant ces années, car bien que les vertus du célibat fussent prêchées, ceux qui occupaient trop des postes importants ignoraient ouvertement cela dans leur vie privée clandestine. Et à cause de cela, leur comportement devint l'objet de certaines critiques parmi les réformateurs de l'Église durant cette période. Avec Vanessa, Rodrigo eut 4 enfants et Lucrèce s'entendait bien avec ses frères et sœurs, en particulier avec son frère aîné César. Les deux montraient beaucoup d'affection l'un envers l'autre et César allait jouer un rôle important dans la vie future de sa sœur, mais ce lien fort allait plus tard donner naissance à de sombres rumeurs. En tant que fille de l'une des figures religieuses les plus en vue de l'époque, Lucrèce reçut une éducation très poussée dans le nouvel humanisme, qui s'était développé en Italie pendant la Renaissance et qui mettait l'accent sur les auteurs grecs et romains de l'Antiquité. Elle fut instruite par Adriana Orsini de Milan. Grâce à Orsini, Lucrèce apprit plusieurs langues et, plus tard dans sa vie, elle parlait couramment l'espagnol, le catalan, le français, l'italien et le latin. Tandis que son éducation humaniste aurait inclus une solide formation en littérature grecque et romaine, en rhétorique, en politique, en logique et en philosophie, les matières principales du programme humaniste. Lucrèce grandissait pendant une période tumultueuse de l'histoire italienne. Bien que l'Italie à cette époque fût le centre de la civilisation européenne, avec des villes comme Rome, Florence, Venise et Milan attirant les plus grands artistes de l'époque, politiquement, la péninsule était dans un état chaotique. Elle n'était pas unifiée, mais divisée en plus de 2 douzaines de cités-États, grandes et petites, les principales étant les républiques marchandes maritimes de Gênes et de Venise. Plusieurs cités-États du Nord, comme les duchés de Milan, Ferrare et Urbino, Florence et la Toscane, qui avaient l'apparence d'une république mais étaient en réalité gouvernées par la célèbre famille Médicis, ainsi que l'État pontifical dirigé depuis Rome au centre de l'Italie. Dans le sud, le royaume de Naples et l'île de Sicile étaient non contrôlés par l'Espagne. De plus, à partir de 1494, une série de guerres éclata, menées par l'Espagne et la France, qui étaient rivales pour la domination de la péninsule italienne après que la France eut commencé à tenter d'acquérir de l'influence dans le nord du pays. Tout cela était important pour Lucrezia car son père a organisé plusieurs mariages pour elle afin de renforcer la position des Borgia dans ce paysage politique labyrinthique. Alors qu'elle n'avait que 10 ans, le père de Lucrezia promit sa main à un seigneur valencien. Mais cette union, ainsi que plusieurs autres arrangements matrimoniaux, furent annulés dans les années qui suivirent, alors que la fortune politique de Rodrigo fluctuait au début des années 1490. Son pouvoir de négociation changea radicalement en août 1492 lorsqu'il remporta l'élection pour devenir le prochain pape. En tant que pape Alexandre VI, il put négocier une alliance matrimoniale bien plus avantageuse grâce à Lucrezia.
Le 12 juin 1493, elle épousa donc Giovanni Sforza, membre de la puissante famille Sforza, qui régnait sur le duché de Milan et plusieurs autres petits États du nord de l'Italie. Ce premier mariage ne dura que jusqu'en 1497. À ce moment-là, le pape avait décidé que l'alliance avec les Sforza n'était plus la meilleure option et qu'une meilleure alliance matrimoniale pourrait être négociée grâce à Lucrezia si l'union était annulée. Cela fut dûment accepté par Sforza après qu'une certaine pression ait été exercée. Et lui, un peu honteusement, signa un document déclarant qu'il ne pouvait pas consommer le mariage en raison de son impuissance. Et cela constituait un motif suffisant pour que l'annulation soit accordée. Pourtant, en réaction, on pense que Giovanni Sforza, humilié, commença à répandre des rumeurs affirmant que Lucrezia entretenait des relations sexuelles avec ses frères et son père. À ce moment-là, Lucrezia approchait de l'âge adulte et des rumeurs circulaient selon lesquelles elle était enceinte au moment de l'annulation à cause d'une liaison illicite avec un chambellan travaillant pour son père, nommé Pedro Calderón. Les événements qui suivirent restent obscurs. Lucrezia disparut de la vie publique un moment et il était possible qu'elle ait eu son premier enfant de Calderón dans les semaines suivantes. Puis Calderón devint victime de la brutalité de la famille Borgia, qui n'hésitait pas à se débarrasser des problèmes embarrassants. Eh bien, il fut retrouvé mort dans le Tibre au début de l'année 1498. Son deuxième mari, Alfonso d'Aragon, connut un sort sanglant similaire. Alfonso était un cousin de la famille royale espagnole, étant issu de la famille royale d'Aragon, dont le roi était Ferdinand d'Aragon, l'un des deux monarques d'Espagne à la fin du XVe siècle avec son épouse Isabelle. Le mariage de Lucrezia avec Alfonso en 1498 faisait partie de la décision de son père de soutenir temporairement les Espagnols dans les guerres d'Italie. Mais le mariage ne durerait que le temps du réalignement diplomatique du pape Alexandre. Bien que ce soit une bonne union, car ils avaient le même âge et on disait même qu'ils étaient tombés profondément amoureux, en 1500 les Borgia décidèrent de soutenir à nouveau la France. Ainsi les Borgia avaient un besoin qu'Alphonse disparaisse, et il fut rapidement retrouvé mort lui aussi à Rome. Lucrèce aurait pu être complice de son meurtre, bien que le mariage ait déjà donné naissance à un fils, nommé Rodrigo d'après son grand-père le pape. Le troisième et dernier mariage de Lucrèce eut lieu 2 ans plus tard. C'était son mariage le plus important, ce qui explique peut-être sa durée. Son nouveau mari était Alphonse d'Este, le fils et héritier d'Hercule d'Este, le duc de la grande cité-État de Ferrare, dans le nord de l'Italie. Il allait bientôt succéder à son père et devenir lui-même duc en 1505. Le mariage fut célébré au début de l'année 1502 et durerait jusqu'à la fin de la vie de Lucrèce. Il en résulta finalement plusieurs enfants, bien que la paternité de ceux-ci ait pu être sujette à débat, car Lucrèce, tout comme son nouveau mari, eut de nombreuses liaisons tout au long des années 1500 et 1510. Celle-ci comprenait une relation de longue date entre Lucrèce et le marquis de Mantoue, François Gonzague, ainsi qu'une liaison distincte avec le compositeur et théoricien littéraire de la Renaissance, Pierre Bembo, qui était largement considéré comme ayant formalisé le dialecte toscan, qui devint par la suite la version standard de la langue italienne utilisée dans toute la péninsule. Les relations familiales de Lucrèce, ainsi que ses nombreuses liaisons et mariages, firent d'elle l'objet de ragots salaces et de nombreux mythes dans l'Italie de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Pour commencer, il y eut de nombreuses rumeurs concernant des enfants illégitimes qu'elle aurait eus avec ses amants, le premier étant Giovanni au début de 1498, qui serait, selon la rumeur, le fruit de la liaison malheureuse de Lucrèce avec Calderón. Bien que la paternité de Giovanni soit encore contestée. De plus, des accusations de relations incestueuses avec son frère César ont abondé durant sa vie. Cela a été particulièrement vrai après que son deuxième mari ait été assassiné à Rome en 1500 et César a été largement soupçonné d'avoir commandité le meurtre. Il est cependant peu probable que cela ait eu quoi que ce soit à voir avec une étrange jalousie amoureuse, mais plutôt avec les activités politiques de César à l'époque.
Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnés par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Les frères de Lucrèce avaient agi en tant que général de leur père, le pape, pour étendre le territoire foncier des États pontificaux en Italie centrale à la fin des années 1490. Et sa décision de tuer Alphonse d'Aragon en 1500 était une décision purement politique. Cela avait à voir avec le réalignement diplomatique de la papauté et son alliance avec la France à cette époque. Lucrèce a également acquis la réputation d'être elle-même une femme fatale, capable de séduire les hommes à sa guise et de les empoisonner tout aussi facilement. On disait par exemple qu'elle portait une bague creuse qui s'ouvrait pour lui permettre de verser du poison dans les boissons de ses victimes sans méfiance. Un incident notoire dans lequel elle aurait été impliquée est le banquet des châtaignes, une fête organisée à Rome le 30 octobre 1501. Ici, Lucrèce, son frère César et leur père, le pape Alexandre, auraient été impliqués dans une quasi-orgie impliquant une partie de la noblesse romaine et des dizaines de courtisanes de la ville. Il n'existe qu'un seul récit du banquet, rédigé par le maître de cérémonie de la cour papale de l'époque, Jean Bouchard, et l'on suppose aujourd'hui que cette histoire a peut-être été entièrement inventée pour ternir le nom de la famille Borgia. Il est toutefois possible que Lucrèce n'ait jamais été une femme fatale, ni même particulièrement scandaleuse dans sa vie amoureuse que toute autre dame aristocratique de l'Italie de la fin de la Renaissance. Il ne fait aucun doute qu'elle était considérée comme particulièrement attirante par ses contemporains, mais sa beauté n'a pas nécessairement entraîné un comportement sordide en particulier. En réalité, elle semble avoir été stigmatisée en raison des actions plutôt douteuses de sa famille dans les années 1490 et les années 1500. Son père, le pape, avait plusieurs maîtresses et encourageait son fils à se tailler son propre royaume en Italie centrale, en utilisant les ressources du Saint-Siège de Rome pour y parvenir. Et Césarée était le plus notoire des seigneurs de la Renaissance, qui a plongé l'Italie centrale dans le chaos dans les années 1490. Et il aurait eu une grande influence sur Niccolò Machiavelli lorsque celui-ci entreprit d'écrire son célèbre traité politique, Le Prince, quelques années plus tard. La vie adulte de Lucrezia s'est déroulée à la cour d'Este à Ferrare, où son troisième mari est devenu duc en 1505. Comme on l'a vu, elle a eu une série de liaisons, bien que cela ne soit guère inhabituel selon les normes de l'Italie de la fin de la Renaissance. Cela a été compliqué par le fait que l'un de ses amants, Francesco Gonzaga, avait contracté la syphilis à l'époque de leur liaison ou peu de temps avant. Une maladie sexuellement transmissible qui était arrivée en Europe avec des conséquences dévastatrices à la fin du XVe siècle, après le contact des Européens avec les Amériques. Bien qu'elle soit facilement traitée aujourd'hui avec des antibiotiques, à l'époque moderne, elle ravageait lentement le corps, commençant par une éruption cutanée autour de la région génitale, puis se propageant progressivement sur le reste du corps, et finalement entraînant des déformations.
et souvent l'effondrement de certaines parties du corps, comme le nez, si la maladie persistait pendant des mois ou des années. Pourtant, Lucrèce ne semble pas avoir contracté la maladie de Francesco, à laquelle les femmes sont moins sujettes. Son père, le pape Alexandre, est mort en août 1503. C'était un homme curieux, un prince de la Renaissance impitoyable qui a enfreint toutes les règles associées à sa fonction, mais qui a été gardé en bon souvenir par certains des autres papes de l'époque. Avec sa position affaiblie après la mort de leur père, César commença à perdre le contrôle de certains territoires du centre de l'Italie qu'il avait conquis dans les années 1490. Il fut finalement arrêté par le roi Ferdinand d'Aragon et transféré en Espagne en 1504. Il passa plus de 18 mois en prison là-bas avant de s'évader et de lancer une révolte dans le nord du pays qui se termina par sa mort en mars 1507. Ainsi, en quelques années, au début des années 1500, Lucrezia passa du statut de fille de l'une des familles les plus puissantes d'Italie à celui de figure isolée issue de la maison déchue des Borgia. Elle eut au moins 8 enfants, dont la légitimité était discutable, et peut-être jusqu'à 10, selon la filiation de 2 autres. Cependant, elle eut également plusieurs conceptions difficiles et fausses couches durant les années 1500 et 1510, et finalement, c'est cette histoire obstétricale mouvementée qui mena à sa mort. Le 14 juin 1519, elle donna naissance à une petite fille, qui fut baptisée Isabelle. Ce fut une autre grossesse compliquée pour Lucrèce, et cette fois, elle ne s'en remit jamais complètement. Elle tomba malade après l'accouchement, et malgré une légère amélioration pendant quelques jours la semaine suivante, son état s'aggrava et elle mourut le 24 juin à l'âge de 39 ans. Elle fut enterrée dans l'église du Corpus Domini à Ferrare, dernière grande figure de la turbulente dynastie Borgia, qui avait été si influente en Italie depuis le milieu du XVe siècle. Lucrèce a été l'une des femmes les plus étudiées de l'Italie de la première modernité depuis sa mort. Par exemple, en 1833, le grand écrivain français Victor Hugo a écrit une pièce de théâtre portant son nom, racontant une version de sa vie. Alors qu'au XXe et au début du XXIe siècle, elle apparaît dans de nombreux livres, films, séries télévisées et même dans un jeu vidéo. Dans ceux-ci, beaucoup des rumeurs qui l'entouraient de son vivant occupent une place importante. Pour notre prochain récit, nous restons en Italie, mais avançons jusqu'aux années 1600 où une femme aurait empoisonné plus de 600 personnes. Giulia Tofana semble avoir été une Sicilienne probablement née dans les années 1590 ou 1600. Elle venait d'un milieu modeste et il existe presque aucune information sur sa jeunesse. En effet, les premières références à son sujet n'apparaissent qu'au début des années 1630, époque à laquelle elle était déjà adulte. Les seuls autres faits vérifiables à son sujet sont qu'elle semble être originaire de la ville de Palerme, en Sicile, où elle vivait au moment de sa première apparition dans les archives historiques. Il a souvent été supposé qu'elle était la fille de Tofania d'Adamo, une croyance fondée sur le fait que de nombreuses personnes en Italie au XVIIe siècle prenèrent le prénom d'un parent et l'utilisaient comme nom de famille. Ainsi, Tofania d'Adamo est devenue Giulia Tofana. Pourtant, il se peut très bien qu'il n'y ait aucun lien de parenté entre les deux, et les observateurs ont peut-être simplement été trop prompts à voir un lien mère-fille entre 2 générations d'empoisonneuses de Siciliennes. Ce qui est relativement clair, c'est que Giulia Tofana a travaillé avec et connaissait Tofania d'Adamo au début des années 1630. Le 12 juillet 1633, Tofania a été exécutée à Palerme pour avoir empoisonné des personnes avec une concoction qu'un diariste italien contemporain, Gaetano Alessi, appelait aqua tufania. Ainsi, le poison plus tard connu sous le nom d'aqua tofana pourrait bien avoir été créé par Tofania d'Adamo. Mais c'est avec Giulia Tofana et ses méfaits notoires dans les années 1630 et 1640 qu'il est généralement associé. La nature exacte de la relation entre les 2 femmes reste incertaine.
Des preuves annexes indiquent que la principale complice de Tofania d'Adamo à Palerme, avant son arrestation, son procès et son exécution, était une certaine Francesca la Lazzarda. Et elle a été arrêtée 1 an avant Tofania. Cependant, il est également assez clair que, bien qu'elle n'ait pas été mentionnée dans la procédure judiciaire ni poursuivie à Palerme lors de ce procès, Giulia Tofana était liée à Tofania et à la Lazzarda, car elle faisait partie d'un groupe de femmes qui ont rapidement quitté Palerme après l'arrestation et l'exécution de Tofania d'Adamo. Elles se sont installées à Rome et ont rapidement commencé à distribuer leur propre version de l'Aqua Tofana. Il vaut la peine de s'arrêter un instant pour se demander ce qu'est exactement l'Aqua Tofana. Bien que sa composition chimique exacte ne soit pas entièrement claire, il semble qu'elle consistait principalement en une base d'arsenic, d'antimoine et de plomb. D'autres récits du XVIIe siècle mentionnent l'ajout de sublimés corrosifs, qui était un terme contemporain pour le chlorure mercurique, un mélange de mercure et de chlore. Ce mélange de produits chimiques, s'il est administré à une dose suffisante, s'avérera mortel au bout d'environ 3 jours. Les archives de l'époque indiquent que les premiers symptômes apparaissaient après avoir été empoisonnés par l'Aqua Tofana. Était une sensation de brûlure dans la gorge, suivie de nausées, de vomissements, d'étourdissements extrêmes, de soif et de diarrhée. Le grand attrait de l'Aqua Tofana en tant que poison est que l'arsenic est insipide et était presque totalement indétectable au XVIIe siècle. À une époque où l'étude de la toxicologie était relativement limitée, personne ne pouvait savoir avec certitude que la victime avait bel et bien été empoisonnée. De plus, la période moderne était une époque où les connaissances médicales étaient encore relativement limitées et où les gens mouraient souvent soudainement de maladies qui ne pouvaient pas être expliquées. En conséquence, l'Aqua Tofana pouvait être utilisée pour empoisonner quelqu'un sans éveiller beaucoup de soupçons. Mais en même temps, son utilisation clandestine rend difficile de savoir exactement à quel point ce poison a pu être utilisé au XVIIe siècle. Même certains des décès qui allaient être associés à Giulia Tofana et à son entourage pourraient très bien avoir été des morts de causes naturelles qui ont été attribuées à tort à ces machinations. Bien que Tofania d'Adamo et Francesca Lazzarda aient peut-être été les premières tueuses de masse à utiliser l'Aqua Tofana, ce poison était devenu plus couramment associé à Giulia Tofana. Arrivée à Rome en 1633, Giulia s'est rapidement imposée comme la chef des anciennes complices de d'Adamo et Lazzarda. Elle recruta une jeune femme du nom de Girolama Spara comme assistante, ainsi que d'autres personnes qui connaissaient très mieux Rome, sa politique et sa société. Selon une source des années 1650, elles se procurèrent de l'arsenic pour commencer à fabriquer l'Aqua Tofana auprès du père Girolamo de Sant'Agnese in Agone, une église située au centre de Rome. Son frère était apothicaire et avait accès au poison. Le duo transforma ensuite l'arsenic en une version de l'Aqua Tofana en le mélangeant à un liquide et en le mettant en bouteille dans des bocaux en verre qu'ils identifièrent alors de façon fantaisiste comme la manne de Saint-Nicolas. Le poison était ensuite vendu incognito sous forme de liquide, prétendument capable d'éliminer les imperfections du visage. Il est difficile de reconstituer les détails exacts concernant les personnes à qui Tofana vendait son poison et l'usage que ces mêmes individus en faisaient. En général, on ne va pas annoncer publiquement qui l'on empoisonne tel ou tel jour. Cependant, des détails provenant de la fin des années 1650, lors du procès de certains des associés même de Tofana, révèlent certains aspects de ce qui s'est passé. Des personnes issues de divers milieux de la société romaine achetaient de l'Aqua Tofana dans les années 1630, 1640 et 1650. Beaucoup d'entre eux venaient des classes plutôt pauvres et moyennes de la ville, mais certains étaient également très bien introduits dans la société romaine. Par exemple, l'épouse du duc de Série, un noble romain de très haut rang, aurait empoisonné son mari. Certains aspects des procès de cette époque ont été étouffés afin de protéger plusieurs personnalités en vue à Rome et au sein de l'église du scandale. L'histoire de la duchesse de Série n'avait rien d'exceptionnel.
Il semble qu'elle ait acheté et utilisé l'Aqua Tofana sur son mari afin d'échapper à un mariage sans amour avec un homme beaucoup plus âgé. Il a été suggéré que des personnes comme elle constituèrent probablement une part importante de la clientèle de Tofana. Dans une société où la misogynie était la norme absolue et où la violence domestique n'était pas rare, les femmes avaient peu de moyens de se libérer d'un mariage profondément malheureux par des moyens légaux. Ainsi, il n'est pas surprenant d'apprendre que de nombreuses femmes dans l'Italie de l'époque moderne se sont tournées vers des poisons comme ceux de Giulia Tofana pour les aider à sortir de leur situation difficile. L'idée que l'un des principaux usages de poisons comme l'Aqua Tofana à l'époque moderne était d'aider les femmes à échapper à des mariages malheureux est renforcée par le fait que le commerce des poisons était généralement dominé par les femmes. Ainsi, les archives disponibles, bien que fragmentaires, suggèrent que Tofana vendait une grande partie de son produit à des femmes cherchant à empoisonner leur mari. L'ampleur exacte de son commerce reste incertaine. Certains documents contemporains suggèrent qu'elle aurait pu être responsable, d'une manière ou d'une autre, de l'empoisonnement de jusqu'à 600 personnes. Cependant, il peut être difficile de croire de tels chiffres. Si 600 personnes étaient mortes à Rome et dans la région environnante sur une période de 20 ans avec des symptômes mystérieux similaires, cela aurait probablement éveillé de graves soupçons. Néanmoins, Tofana avait un cercle compétent qui travaillait avec elle et, de toute évidence, une large clientèle qui gardait ses secrets et était satisfaite de son produit. De plus, le fait que les symptômes du poison ressemblaient à ceux d'une maladie progressive signifiait qu'elle aurait facilement pu être responsable de toutes ces morts, sans que personne ne s'en rende compte. Pourtant, il est probable que Tofana et Spara ne tirèrent pas seulement leur subsistance de la vente de l'Aqua Tofana. Des recherches menées ces dernières décennies ont révélé que ceux qui produisaient des poisons dans les villes européennes de l'époque, comme Paris, Venise et Rome, opéraient dans une sorte de monde souterrain magique, qui associait la fabrication et la vente de poisons à d'autres activités, telles que la production de charmes et d'objets magiques, la lecture des lignes de la main, l'astrologie et l'organisation occasionnelle de meurtres conventionnels par des tueurs à gages. Bien que les archives soient rares, il est probable que Giulia Tofana ait également participé à ce genre d'activité pendant les près de 20 années qu'elle a vécues à Rome après s'y être installée depuis Palerme. Les risques pour Tofana étaient très importants. Eh bien, si elle se faisait prendre, elle subirait de graves conséquences. Empoisonner des gens de cette manière était considéré comme un crime particulièrement odieux à l'époque moderne, et des punitions extrêmes étaient infligées à ceux qui se livraient à de telles activités. Par exemple, il existe 2 versions contradictoires sur la manière dont Tofania d'Adamo a été exécutée après sa condamnation en 1633. Aucune d'elles n'est réjouissante. Dans l'une, elle a été pendue, traînée et écartelée, tandis que l'autre suggère qu'elle a été attachée vivante dans un sac en toile et jetée du toit du palais de l'évêque à Palerme, dans la rue bien en contrebas. Heureusement pour elle, Giulia Tofana ne subirait pas un tel sort. Contrairement à ses mentors à Palerme, Tofania d'Adamo et Francesca la Lazarda, Giulia Tofana n'a jamais été condamnée pour un quelconque crime lié à ses activités de fabricante et de distributrice de poisons. Et selon la plupart des récits, elle est morte paisiblement dans son lit en 1651. D'autres versions de sa disparition racontent une histoire différente. L'un d'eux affirme qu'elle a passé le reste de ses années dans un couvent, utilisant un réseau de religieuses et de clercs pour poursuivre ses affaires. Un autre récit affirme qu'elle a été capturée et exécutée, tandis que d'autres prétendent qu'elle a été étranglée alors qu'elle vivait au couvent. Pourtant, il semblerait que tout cela soit faux. Son assistante, Girolama Spara, lui succéda à la tête du réseau de femmes qui distribuait l'Aqua Tofana dans Rome au milieu du XVIIe siècle. Finalement, en 1658, ses activités attirèrent l'attention des autorités à Rome. Et après avoir été jugée, elle et plusieurs autres chefs de file furent pendus en public à Rome. Des dizaines d'autres personnes ayant aidé ou participé à l'achat de leurs poisons furent condamnées à perpétuité. Les procès et les événements qui ont suivi ont révélé l'ampleur des clients de Tofana et Spara ainsi que leur position.
Au sein de la société romaine du milieu du XVIIe siècle, l'aristocratie et même des ecclésiastiques de haut rang furent impliqués. L'aqua tofana continua d'être connue et utilisée bien après l'époque de Julia Tofana. Le poison lent qu'elle avait mis au point avait acquis une telle notoriété au début du XVIIIe siècle que l'aqua tofana devint un terme générique utilisé dans toute l'Europe occidentale et centrale pour désigner tout type de poison lent. On pensait que des potions toxiques de ce genre étaient un responsable de nombreux décès soudains ou inexpliqués. Un exemple tristement célèbre d'une personne que l'on croyait avoir été tuée par l'aqua tofana est le grand compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart. Il tomba malade en septembre 1791 et mourut seulement 3 mois plus tard, après être resté alité durant ses dernières semaines et avoir souffert de douleurs, de gonflements et de vomissements. L'idée qu'il mourait d'un poison lent vient de Mozart lui-même qui affirmait « Quelqu'un m'a donné de l'aqua tofana et a calculé le moment précis de ma mort. » Il n'existe aucune preuve claire indiquant qu'il a été empoisonné, mais en même temps, il n'y a pas de consensus sur la véritable cause de sa mort. Les chercheurs ont suggéré plus d'une centaine de maladies différentes qui pourraient en être responsables, allant de la fièvre rhumatismale et de la trichinose à la grippe ou à une insuffisance rénale. Cependant, il est possible qu'il soit mort de certains des symptômes que l'aqua tofana aurait pu provoquer, bien que dans le cas de Mozart, cela ne soit pas dû à une activité malveillante. En réalité, le mercure était utilisé de nombreuses façons courantes dans la société à la fin du XVIIIe siècle, et une étude récente a détecté de grandes quantités d'arsenic. Sur le manuscrit de Die Zauberflöte, l'opéra sur lequel Mozart travaillait au moment de sa mort. Ainsi, le compositeur autrichien a très bien pu être victime de certains des ingrédients que Julia Tofana utilisait dans ses poisons lents, mais pas du poison lui-même. La notion de vampirisme existe depuis des millénaires, et des entités vampiriques ont été recensées dans des cultures du monde entier. Une femme de ce genre, qui fut soupçonnée d'être un vampire par les habitants en raison de son comportement étrange, était Eleonore von Schwarzenberg. La femme qui deviendrait un jour Eleonore von Schwarzenberg est née sous le nom d'Eleonore Elisabeth Amalia, Magdalena le 20 juin 1682. Dans la ville de Melnik, dans la région alors connue sous le nom de Bohême, mais qui fait aujourd'hui partie de la République tchèque. Le père d'Éléonore était le prince Ferdinand Auguste de la maison de Lobkowicz, une famille noble de la région, qui pouvait retracer ses origines jusqu'au XIVe siècle et qui était en conséquence l'une des lignées aristocratiques les plus anciennes et les plus respectées de la Bohême au XVIIe et XVIIIe siècle. Ferdinand était également le deuxième duc de Sagan, son père, Venceslas Eusèbe, ayant acquis ce titre et ce domaine en 1646. La jeunesse d'Éléonore est relativement sans histoire, et il existe peu de preuves documentaires à son sujet. Nous pouvons supposer qu'elle aurait reçu une éducation typique pour une femme aristocratique à la fin du XVIIe siècle, axée sur la danse et l'étiquette de cour. Elle aurait très probablement appris un peu de latin et presque certainement le français, qui devenait à cette époque la langue véhiculaire des cours aristocratiques d'Europe. Le 7 décembre 1701, alors qu'elle avait 19 ans, Éléonore épousa Adam Franz. Karl Eusebius, à l'époque héritier présomptif de la principauté de Schwarzenberg, une grande principauté au sein de l'archiduché d'Autriche. C'était un titre aristocratique majeur en Bohême. Eh bien, le titre de Schwarzenberg remonte au Haut Moyen-Âge, et Adam finirait par succéder comme prince de Schwarzenberg en 1703. Son mariage avec Éléonore, comme tant d'autres unions aristocratiques de la période moderne, était en réalité une transaction financière et une alliance. Dans de tels arrangements, le père de la mariée fournissait généralement une grande dot au père du marié. Ainsi, un côté en tirait un avantage financier, mais la famille de la mariée épousait généralement un rang social supérieur si une dot suffisamment importante pouvait être offerte. C'était certainement le cas pour Éléonore qui, bien qu'elle soit issue d'une famille aristocratique, épousait une famille plus prestigieuse. En retour, le père d'Adam, le prince Ferdinand Wilhelm, devait recevoir une dot de 20 000 florins ou pièces d'or. Une somme énorme.
3000 florins étaient à payer d'avance, le reste en plusieurs versements les années suivantes. Le mariage d'Éléonore et d'Adam a été semé de difficultés dès le début. Lorsque l'union a été négociée entre leurs pères respectifs, Adam entretenait une relation avec la fille de l'ambassadeur d'Autriche à Rome, qu'il avait épousée en secret. Afin de faciliter le mariage avec Éléonore, Adam avait été contraint d'annuler rapidement ce mariage secret. Cela a empoisonné la relation entre Éléonore et son nouveau mari dès le début. De plus, les choses ne s'améliorèrent pas. Éléonore ne tomba pas enceinte dans les mois et même les années qui suivirent. Lorsqu'un enfant arriva enfin, ce fut une fille nommée Maria Anna qui vint au monde en décembre 1706. Cependant, aucun héritier mâle pour préserver la lignée directe du prince de Schwarzenberg n'apparut. Comme si ces problèmes n'étaient pas déjà suffisants, la relation entre Éléonore et Adam se compliqua davantage lorsque le père d'Éléonore épousa la sœur d'Adam, Maria Élisabeth. Du même coup, le père d'Éléonore devint également son beau-frère, une situation troublante. De plus, des tensions surgirent après cela, car Ferdinand ne parvenait pas à verser la dot qu'il devait à Adam. En plus de cela, Éléonore fit une fausse couche lors d'une autre grossesse en 1709, puis des accusations d'infidélité furent-elles apportées contre elle. En conséquence de tout cela, le couple passa une grande partie des années 1710 séparés et vivants dans des résidences différentes. Mais une réconciliation eut finalement lieu en 1719. Cette année-là, Adam hérita d'un immense domaine en Bohême après la mort de sa tante. Avec cela, les disputes concernant la dot d'Éléonore devinrent soudainement largement inutiles, et les tensions entre Adam et le père d'Éléonore avaient déjà pris fin lorsque Ferdinand mourut en 1715. Puis en 1722, l'héritier tant attendu, Joseph Adam, naquit. Ainsi, après plus de 20 ans de mariage brisé et malheureux, l'union d'Adam et d'Éléonore semblait enfin se stabiliser. La vie des von Schwarzenberg était relativement paisible et sans histoire durant les années 1720, alors qu'ils élevaient leur jeune fils. Tout au long des années 1720, Adam était monté dans les rangs de la noblesse bohémienne, gagnant la faveur de l'archiduc d'Autriche et empereur du Saint-Empire romain germanique Charles VI, qui régnait également comme roi de Bohême sous le titre royal de Charles II dans ce pays. Sous Charles, Adam avait déjà été nommé chambellan du Geheimrat, qui était en fait le conseil consultatif de Charles ou le cabinet du gouvernement dans les années 1710. Puis, en 1722, il fut nommé à un poste élevé au sein de la maison royale à Vienne. Par conséquent, Adam et Éléonore passèrent une grande partie de leur temps durant les années 1720 dans la capitale impériale en Autriche. Enfin, Adam fut fait membre de l'ordre de la Toison d'Or, le plus ancien ordre de chevalerie des terres de l'archiduché d'Autriche. Étant donné sa position élevée au sein des territoires autrichiens, il n'est guère surprenant de constater qu'Adam était un compagnon de chasse régulier de Charles, mais il est bien plus surprenant que ce passe-temps ait coûté la vie à Adam. Le 10 juin 1732, Adam accompagna Charles lors d'une partie de chasse à Brandeis, près de Prague. Ce fut une décision fatidique. Plus tard dans la journée, Charles, qui souffrait de troubles de la vue, tira sur Adam en le prenant pour un cerf, bien que d'autres récits affirment qu'il se trouvait simplement sur la trajectoire du tir. Adam mourut le lendemain de ses blessures. Après sa mort, l'archiduc Charles, pas encore rongé par la culpabilité d'avoir tué son ami et conseiller de longue date, prit le fils d'Éléonore, Joseph, sous son aile et accorda une large pension à Éléonore. Par la suite, elle passa ses dernières années à gérer le domaine des von Schwarzenberg. Malheureusement pour la princesse, à la fin des années 1730, sa santé commença à se détériorer rapidement. À cette époque, on dit qu'elle devint extrêmement maigre et faible, et comme les interventions médicales étaient encore très primitives, Éléonore se tourna vers des remèdes populaires pour tenter de soigner ses maux. Cela comprenait l'utilisation de la corne de narval, la défense d'une baleine arctique qui était appelée corne de licorne dans l'Europe de l'époque moderne, et qui valait plus que l'or à poids égal en raison de la croyance en ses propriétés médicinales. Bien que nous sachions maintenant que l'utilisation de la corne de narval n'aurait en aucun cas été bénéfique pour soigner sa maladie.
Pendant cette période, son état a continué de se détériorer, elle pouvait à peine manger, boire ou dormir, ne se reposant qu'à certains moments de la journée. De plus, les récits concernant sa vie affirment qu'elle était extrêmement pâle et qu'à cause de sa maladie, elle a commencé à employer diverses sorcières, des alchimistes et d'autres personnes à l'apparence étrange dans l'espoir d'améliorer sa condition. À cause de cela, ainsi que du fait que Charles avait accidentellement tué son mari, il décida d'envoyer à Éléonore l'un de ses meilleurs médecins. Le médecin arriva finalement au domaine des Schwarzenberg, affirmant apparemment qu'elle ressemblait à un cadavre ambulant et que sa chambre était constamment plongée dans l'ombre car la lumière du soleil la dérangeait. Il a ensuite été affirmé qu'Éléonore gardait également des loups en cage dans le sous-sol de son domaine et qu'elle avait passé des années à boire leur lait pour améliorer sa fertilité, bien qu'il semble que ces rumeurs soient infondées. Avec le temps, Éléonore continua à s'aggraver et souffrait énormément. Apparemment, ces cris devinrent un phénomène assez fréquent dans son palais, terrifiant tous ceux qui les entendaient en vie. Finalement, après des années de souffrance, elle mourut au palais Schwarzenberg à Vienne le 5 mai 1741, à l'âge de 58 ans. Après sa mort, une autopsie fut pratiquée et elle confirma qu'elle souffrait de ce que nous appelons aujourd'hui un cancer du col de l'utérus. Elle souffrait également de plusieurs tumeurs, dont l'une était plus grosse qu'une balle de tennis. Avant de mourir, elle a demandé que son cœur soit enterré à côté de son mari, tandis que son corps soit enterré dans l'église Saint-Guy de Český Krumlov en République tchèque. À l'époque, la peur des vampires était bien réelle, à tel point que les habitants du village ont commencé à déterrer les corps des personnes récemment décédées, leur coupant la tête de peur qu'ils ne soient d'entre des vampires. Pendant ce temps, certains avaient des pieux dans le corps, d'autres étaient les brûlés. La légende raconte que certains habitants étaient convaincus que la princesse était devenue un vampire et qu'on l'avait vue se promener dans les villes et cimetières voisins après sa mort. Tandis que d'autres récits, plus invraisemblables, affirmaient qu'on l'avait vue mordre les cadavres des personnes récemment décédées, leur suçant le sang. Pendant des années après cela, des histoires de vampires ont continué à circuler dans la région, et il paraît que pendant un certain temps, son nom était considéré comme maudit. Mais finalement, ces récits y sont devenus des mythes et ces rumeurs ont été oubliées. Pourtant, en raison des circonstances étranges entourant la fin de sa vie, ainsi que de l'histoire médicale d'Éléonore, il est possible que certains habitants du village aient réellement cru qu'elle était un vampire ou qu'elle avait un lien quelconque avec l'occulte. Pourtant, il existe peu de preuves concrètes de l'époque pour le confirmer. Les légendes entourant sa vie sont nombreuses, et il peut être difficile de distinguer le vrai du faux. Mais malgré cela, ces dernières années, elle a été qualifiée de princesse vampire. Mais pourquoi ? En 2007, Éléonore a fait l'objet d'un important documentaire d'investigation qui a été diffusé en première à la télévision autrichienne, intitulé « La princesse vampire » en français ou « The Vampire Princess » en anglais. Ce documentaire a émis l'hypothèse qu'Éléonore s'était livrée au vampirisme et qu'elle avait été l'inspiration pour Dracula, le grand roman d'horreur gothique écrit par le romancier victorien irlandais Bram Stoker, et publié en 1897. La croyance selon laquelle Éléonore aurait pu être à l'origine du chef-d'œuvre de Bram Stoker a certainement quelques arguments en sa faveur. Par exemple, Dracula avait autrefois un premier chapitre alternatif à celui qui a finalement été publié en 1897. Cette version préliminaire indique que Stoker a en réalité été inspiré non pas par un homme, mais par une femme. De plus, cette femme était une princesse de l'État autrichien, et les références dans la version manuscrite font allusion à la région de l'actuelle République tchèque, où Éléonore aurait vécu dans la première moitié du XVIIIe siècle. En plus de cela, il a été affirmé qu'Éléonore avait auparavant inspiré un poème intitulé « Le Nord », écrit en 1773 et publié l'année suivante par l'auteur allemand Gottfried August Burger. Il s'agissait d'une ballade gothique qui, bien qu'elle ne mette pas vraiment en scène un vampire typique, comportait des éléments de vampirisme et est considérée comme une influence majeure et précoce dans le développement de la littérature vampirique. Le poème se déroule en Bohême, autour du domaine des von Schwarzenberg.
Et le fait que le poème de Berger soit intitulé Le Nord, une version abrégée d'Éléonore, a amené les documentaristes en 2007 à affirmer qu'Éléonore avait servi de base à l'œuvre de Berger, en plus de celle de Bram Stoker plus de 100 ans plus tard. Pourtant, ces attributions sont assez circonstancielles, tout comme les autres preuves présentées dans le documentaire La princesse vampire. Par exemple, il a été affirmé que les remèdes populaires qu'Éléonore utilisait pour tenter de soigner ses maux étaient un révélateur d'une forme d'occultisme. Mais à l'époque prémoderne, de tels remèdes populaires étaient très largement utilisés dans toute l'Europe. Mais peut-être que la preuve la plus intéressante présentée par les documentaristes pour affirmer qu'Éléonore s'était adonnée au vampirisme et avait ainsi inspiré à la fois les œuvres de Berger et de Stoker, concernait la crypte familiale des von Schwarzenberg dans la ville de Český Krumlov, au sud de la Bohême. Ici, Éléonore et son mari Adam avaient tous deux été enterrés dans l'église Saint-Guy. Mais le cœur d'Éléonore a été retiré et placé dans une urne qui a ensuite été enterrée dans une petite cave sur le côté gauche de la chapelle, à côté du cœur d'Adam. Aujourd'hui, une plaque au-dessus de la cave indique « Ici sont conservés les cœurs d'Adam et de son épouse Éléonore, princesse de Schwarzenberg et duc de Krumlov ». Selon la sensibilité moderne, c'est peut-être un cas étrange. Les traditions funéraires et d'inhumation modernes n'impliquent généralement pas que l'on retire le cœur des défunts pour l'enterrer séparément de leur corps. Et les créateurs de la princesse vampire tenaient absolument à souligner que cela indiquait une forme d'occultisme de la part d'Éléonore. Pourtant, selon les normes de l'Europe centrale du XVIIIe siècle, cela n'avait rien d'inhabituel. En effet, la famille royale, les Habsbourg d'Autriche, avait fait construire un tombeau similaire à Vienne, dans lequel les cœurs des membres les plus âgés de la famille étaient enterrés séparément de leur corps. Ainsi, il existe peu de preuves concrètes pour corroborer l'argument selon lequel la princesse Éléonore von Schwarzenberg était une personne qui pratiquait le vampirisme et aurait ainsi inspiré le Dracula de Bram Stoker. Ainsi, les légendes concernant sa vie, qui qualifient Éléonore de princesse vampire, bien qu'elle soit fascinante, ne sont probablement rien de plus que cela, des légendes. Pour notre prochaine histoire, nous allons nous rendre au début du XIXe siècle en Allemagne, où un couple riche s'est installé dans un château isolé et n'a plus jamais été revu. Le mystère des Dunkelgrafen commence le 7 février 1807. Ce jour-là, une calèche couverte arriva dans la ville de Hildeburghausen, en Thuringe, au centre de l'Allemagne. À son arrivée, un couple en descendit. L'homme approchait alors la quarantaine, mais la femme était un peu plus jeune, approchant peut-être la trentaine, du moins c'est ce qu'auraient estimé les observateurs de l'époque. Beaucoup en ville se demandaient qui ils étaient. Mais dans les années qui suivirent, pratiquement rien ne fut découvert. Et au contraire, le mystère ne fit que s'épaissir. Le couple mystérieux s'installa dans une modeste demeure à Hildeburghausen pendant les 3 années suivantes. Il portait le titre et le nom de comte Wavre de Versailles, tandis que l'on prenait grand soin de ne jamais révéler son identité. Il y avait peu d'explications sur qui ils étaient et d'où ils venaient, Cran. Le plus curieux, c'était pourquoi un comte et sa compagne, dont il soulignait qu'elle n'était ni sa femme ni sa partenaire d'aucune sorte, s'installaient-ils dans la lointaine Hildeburghausen. Se cachaient-ils peut-être de quelque chose ou de quelqu'un? En 1810, le couple s'installa au château d'Eichhausen, près de la ville mais dans une région isolée, et une fois installés, ils y restèrent en grande partie. Ils quittaient rarement, voire jamais, le château et vivaient une sorte d'exil auto-imposé en dehors de Hildeburghausen. Lors de ces rares occasions où ils quittaient Eichhausen, la femme en particulier était insaisissable, se déplaçant généralement en calèche là où elle devait aller, le visage couvert d'un voile. Cela a duré longtemps. Et les villageois de Hildeburghausen et de la région environnante commencèrent bientôt à appeler le couple les Dunkelgrafen ou les comtes sombres, en raison du caractère mystérieux de leur identité. Après des décennies de réclusion au château d'Eichhausen, elle finit par mourir le 28 novembre 1837,
tandis que le supposé comte vécut encore 8 ans, jusqu'en 1845. Au moment de sa mort, la femme fut enregistrée sous le nom de Sophie Botta et elle fut enterrée sur la colline de Schulesberg, près du château, dans un jardin que le couple avait acheté plusieurs années auparavant. Le comte fut inhumé dans le cimetière de l'église d'Eichhausen, tandis que le château fut démoli en 1873, après être resté inoccupé pendant plusieurs années. Tout cela était très étrange. Le couple était décédé après avoir vécu dans la région dans des circonstances étranges, et ce pendant plus de 40 ans dans le cas du comte. Ainsi, même des années après leur mort, les habitants de Hildburghausen continuèrent à se demander qui étaient ces étrangers, qui avaient un vécu parmi eux pendant tant d'années, et une théorie en particulier devint populaire. Après la mort du comte en 1845, il fut rapidement révélé que l'homme n'avait en réalité jamais été un comte. En réalité, il s'agissait d'un Néerlandais du nom de Leonardus Cornelius van der Valk, qui avait occupé le poste de secrétaire à l'ambassade des Pays-Bas à Paris entre l'été 1798 et le printemps 1799. Alors pourquoi avait-il menti et prétendu être un petit aristocrate ? De plus, s'il n'était pas comte, mais simplement un humble bureaucrate, comment lui et sa compagne auraient-ils pu acheter un château et y vivre sans travailler ni percevoir de revenus pendant des décennies ? La réponse, pensaient de plus en plus de gens, était que cet homme avait été toute sa vie une sorte de chaperon. Pour nul autre que Marie-Thérèse Charlotte, la fille du roi Louis XVI et de Marie-Antoinette de France, tous deux exécutés par le gouvernement révolutionnaire français en 1793 après la Révolution française. Revenons en arrière pour voir qui était Marie-Thérèse. Elle est née au château de Versailles, près de Paris, le 19 décembre 1778. L'aînée du roi Louis XVI et de sa reine née en Autriche, Marie-Antoinette. Marie-Thérèse fut la seule des 3 enfants de ses parents à survivre jusqu'à l'âge adulte. Elle avait 2 frères cadets, Louis-Joseph, né en 1781, et Louis-Charles, né en 1785, qui succombèrent tous deux à la tuberculose à l'âge de 7 et 10 ans, respectivement. Cependant, la mort de Louis-Charles aurait pu être accélérée par le traitement inhumain qu'il a subi de la part du gouvernement révolutionnaire à Paris au début des années 1790. En 1789, la Révolution française éclata dans toute la France. À la fin de l'année, Marie-Thérèse et ses parents étaient assignés à résidence à Paris par les révolutionnaires. Pendant un certain temps, Louis et Marie furent autorisés à rester rois et reines du pays en tant que figure symbolique. Mais lorsqu'ils ont continué à conspirer avec des gouvernements étrangers pour que l'Autriche, la Grande-Bretagne et d'autres pays interviennent en France en leur faveur, le gouvernement français a finalement décidé de juger le monarque et son épouse. Tous deux furent reconnus coupables de trahison et exécutés au cours de l'année 1793. Avec la mort de son petit frère 2 ans plus tard, Marie-Thérèse était la dernière membre vivante de la famille. En 1795, l'ancienne princesse était considérée comme ne représentant que peu de menaces pour le gouvernement révolutionnaire. La monarchie avait pris fin, une république avait été établie et les armées révolutionnaires françaises étaient en partie. Ils étaient au passé de la défensive contre les Britanniques, les Autrichiens et d'autres à l'offensive. Ils ont conquis les Pays-Bas au début de cette année-là et y ont établi la République batave comme un allié proche. Par conséquent, la possibilité que Marie-Thérèse soit utilisée par les puissances étrangères comme figure de proue pour rétablir la monarchie semblait lointaine, et on lui a permis de quitter la France pour rejoindre la famille de sa mère à Vienne, en Autriche. Et c'est ici que l'intrigue se corse. Marie-Thérèse était profondément traumatisée par les années qu'elle avait passées en captivité. Cela ne fait aucun doute. En conséquence, certaines personnes en sont venues à croire que la femme arrivée à Vienne en 1795, prétendant être Marie-Thérèse, était en réalité sa sœur adoptive. Cette femme était Ernestine de Lambriquette, une enfant de 2 serviteurs royaux, qui avaient travaillé au palais de Versailles dans les années 1770 et 1780. Ernestine ressemblait aux enfants royaux, et des rumeurs circulaient selon lesquelles le roi Louis était son véritable père. Quelle que soit la vérité à ce sujet, elle devint la compagne de jeu de Marie-Thérèse, et lorsque sa mère mourut en 1788, le roi et la reine l'adoptèrent, bien que son père fût toujours en vie.
Pendant les années tumultueuses qui suivirent, Ernestine ne fut pas emprisonnée avec le reste de la famille royale, mais elle fut souvent prise pour Marie-Thérèse et insultée lorsqu'elle marchait dans les rues de Paris. Telle était la ressemblance entre elle et la fille biologique du roi et de la reine. Et c'est cette ressemblance qui a poussé beaucoup de gens à croire que lorsque Marie-Thérèse serait arrivée à Vienne en 1795, c'était en réalité Ernestine de Lambriquet, qui se faisait passer pour Marie-Thérèse. Cette théorie suggère que Marie-Thérèse a été tellement traumatisée par les événements survenus entre 1789 et 1795 qu'à sa libération, elle voulait simplement passer sa vie dans l'isolement, loin des cercles de la cour et des gouvernements. Ailleurs, on n'aurait cherché qu'à l'utiliser comme un pion. Pendant les guerres, Britanniques, Autrichiens et d'autres sont restés en conflit avec la France jusqu'en 1815. Par conséquent, la théorie des Dunkelgraffen soutient que la femme qui voyageait dans les cours d'Europe pendant des décennies après 1795 prétendant être Marie-Thérèse était en réalité Ernestine de Lambriquet. Tandis que la femme qui est arrivée en calèche à Hildeburghausen au printemps de 1807 et qui est devenue connue sous le nom de la Comtesse Noire était en réalité la princesse française qui s'était cachée du monde, ce qui l'avait tellement traumatisée. Pendant des années, le mystère s'est épaissi. De nombreuses recherches ont été menées par des historiens et des passionnés sur la mystérieuse Comtesse Noire et les Dunkelgraffen. Une grande partie de cela n'a fait qu'alimenter les spéculations. Par exemple, il a été révélé que la cour autrichienne avait expressément demandé qu'Ernestine de Lambriquet, l'amie d'enfance et compagne de Marie-Thérèse, soit autorisée à voyager avec elle à Vienne en 1795. Mais à cette époque, il a été rapporté qu'Ernestine ne pouvait pas être retrouvée. Beaucoup ont sans doute pensé que c'était parce qu'Ernestine était à Paris, se faisant passer pour Marie-Thérèse et prête à aller à Vienne sous ce nom. De plus, des recherches sur le groupe de personnes qui auraient voyagé à travers l'Europe de Paris à Vienne avec Marie-Thérèse en 1795 ont révélé des anomalies particulièrement inhabituelles. Plusieurs membres du petit groupe n'ont pas pu être identifiés et certains d'entre eux auraient même jamais atteint Vienne. Ces circonstances curieuses ne prouvaient rien, mais elles contribuaient à ajouter encore plus d'incertitude aux événements entourant cette affaire. Finalement, les spéculations ont conduit à des efforts concertés pour découvrir la vérité, et la science moderne a rendu possible la résolution du mystère des Dunkelgraffen. Ainsi, en 2013, la tombe de Sophie Botta, la comtesse sombre, a été exhumée près du château d'Eishausen. Après l'exhumation, 2 fragments de son fémur ont été envoyés dans des laboratoires médico-légaux en Autriche et en Allemagne pour analyse. Une fois cela fait, l'ADN mitochondrial a ensuite été comparé à celui du prince Alexandre de Saxe-Kassowitz, un descendant contemporain de la reine Marie-Antoinette. Si la comtesse Noire était Marie-Thérèse, alors l'ADN mitochondrial du prince Alexandre correspondrait exactement à celui retrouvé dans les restes situés dans la tombe de Sophie Botta, à côté du château d'Eishausen. Malheureusement, le résultat s'est avéré extrêmement décevant pour beaucoup. On a découvert que la comtesse Noire n'était pas une parente de la reine Marie-Antoinette et qu'elle ne pouvait donc pas être Marie-Thérèse. Par conséquent, le couple mystérieux qui est arrivé à Hildeburghausen en 1807 et y a vécu pendant plus de 30 ans jusqu'à leur mort était probablement exactement ce qu'il semblait tout simplement être. Un couple d'individus ayant des moyens indépendants qui souhaitaient mener une vie recluse dans un château en Allemagne rurale. À travers l'histoire, il existe d'innombrables récits de sorcellerie et des malheurs ou préjudices qui y sont associés. L'un de ces récits est celui de la sorcière blanche de Rose Hall. La femme qui allait plus tard être connue sous le nom de la sorcière blanche de Rose Hall est née sous le nom d'Annie Patterson, quelque part en Grande-Bretagne, en 1802, d'une mère anglaise et d'un père irlandais. Son lieu de naissance exact reste incertain et certains récits suggèrent qu'elle serait née en Écosse. La famille d'Annie a rapidement déménagé en Haïti alors qu'Annie avait environ 9 ou 10 ans. À cette époque, une partie de l'île d'Hispaniola avait connu une extrême instabilité politique et sociale dans les années 1790 et 1800
Ceci s'expliquait surtout par ses origines de colonie sucrière française, ingérable depuis Paris durant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Peu de temps après l'arrivée de la famille en Haïti, les parents d'Annie sont morts de la fièvre jaune, une maladie tropicale dont les symptômes ressemblent à ceux de la jaunisse. Par la suite, Annie aurait été élevée par sa nourrice, qui était prêtresse vaudou à une époque où Haïti était un centre important du vaudou. Cependant, à peine 6 ou 7 ans plus tard, Annie fut de nouveau frappée par la perte lorsque sa nourrice mourut, la laissant pratiquement orpheline dans un monde caribéen si différent de la Grande-Bretagne où elle avait passé ses 10 premières années. C'est dans ces circonstances qu'Annie Patterson partit pour la Jamaïque. Contrairement à Haïti, qui avait été à l'origine colonisée par les Français, la Jamaïque était sous contrôle anglais depuis le milieu du XVIIe siècle, lorsque le gouvernement de Cromwell l'avait conquise aux Espagnols. Ainsi, Annie Patterson, en tant que femme née en Angleterre, aurait pu penser qu'elle se sentirait plus chez elle ici. La Jamaïque, comme ailleurs dans les Caraïbes, a été colonisée selon le modèle des plantations esclavagistes, généralement avec une petite minorité de colons européens qui dirigeaient en de grandes plantations. Produisant des cultures de rente, principalement du sucre, et reposant sur le travail d'un grand nombre de personnes réduites en esclavage. Pourtant, à l'époque, Annie n'aurait eu aucune idée que son déménagement en Jamaïque mènerait, à long terme, à la création de la légende tristement célèbre de la sorcière blanche, et tout cela était intimement lié au manoir de Rose Hall. Le manoir de Rose Hall avait été construit dans les années 1770 par un membre éminent de la communauté coloniale en Jamaïque, John Palmer. Au même moment, la Jamaïque était inondée d'argent colonial, et de nombreuses maisons de plantation riches et somptueuses voyaient encore le jour. Il a été érigé sur le site d'une ancienne résidence coloniale, qui avait auparavant été connue sous le nom de Rose Hall, d'après la maîtresse de maison, Rosa Kelly. La maison est un vaste domaine et est considérée par de nombreux observateurs comme la plus belle plantation ou demeure coloniale jamais construite sur l'île de la Jamaïque pendant la période moderne. Rosa Kelly est ensuite devenue l'épouse de John Palmer, le plus récent d'une longue série de mariages, aussi bien pour Rosa que pour John. Il convient de noter ici qu'il n'y a aucun soupçon selon lequel John Palmer ou Rosa Kelly auraient été assassinés, un point important compte tenu des accusations portées plus tard contre Annie Palmer. Rosa elle-même est décédée en 1790 et John Palmer est mort 7 ans plus tard, en 1797. Une autre épouse que John Palmer avait prise au début des années 1790 après la mort de Rosa est ensuite retournée en Angleterre et y a vécu longtemps jusqu'au milieu des années 1840. Ainsi, ces personnes étaient mortes ou avaient quitté la Jamaïque des années, voire des décennies avant l'arrivée d'Annie Patterson sur l'île. La famille Palmer élargie était en général de retour en Angleterre et y menait une vie confortable grâce aux profits tirés de leurs plantations jamaïcaines. Cependant, un membre de la dynastie, John Rose Palmer, un neveu de John Palmer Sr. et de Rosa, choisit de vivre et de gérer le domaine en Jamaïque après leur décès dans les années 1790. Il était toujours là en 1818 lorsque Annie Patterson arriva sur l'île. Ils se sont rapidement rencontrés et se sont mariés. Ainsi, Annie Patterson devint Annie Palmer et devint la maîtresse de Rose Hall, un grand domaine de plantation. Et avec cela, le mythe de la sorcière blanche allait bientôt suivre. Selon la légende, on croit qu'Annie utilisait la magie dès le tout début de son arrivée en Jamaïque. Par exemple, il est suggéré, selon certains mythes sur sa vie, que lorsqu'elle a rencontré John Palmer et s'est rendu compte qu'il était le propriétaire d'un grand domaine de plantation, elle lui a jeté un sort afin de l'envoûter pour qu'il l'épouse. Ainsi, la première partie du mythe de la sorcière blanche est qu'Annie Patterson est devenue la maîtresse de Rose Hall, et Annie Palmer en invoquant la magie contre John Palmer. Ensuite, après avoir épousé John et s'être habilement hissée à une position de pouvoir à Rose Hall, on pense qu'Annie a rapidement conspiré pour se débarrasser complètement de son nouveau mari afin d'obtenir le contrôle exclusif de Rose Hall. Peu de temps après leur mariage et leur installation au manoir comme mari et femme, on pense qu'Annie a empoisonné John et l'a tué afin d'obtenir le contrôle de la plantation. D'autres récits douteux suggèrent qu'elle a également empoisonné des membres éloignés de la famille Palmer,
À cette époque, beaucoup d'entre eux, comme nous l'avons vu précédemment, étaient décédés de causes naturelles depuis des années, dans certains cas depuis 20 ans ou plus. Peu de temps après cela, on pense qu'Annie s'est remariée, cette fois avec un planteur anglais qu'elle aurait également tué rapidement, cette fois en le poignardant à mort. On pense qu'un troisième mariage s'est développé et s'est terminé de façon similaire dans les mois ou les années qui ont suivi. À cette occasion, on prétend que la sorcière blanche aurait utilisé l'un des hommes réduits en esclavage sur la plantation pour étrangler à mort ce dernier mari. Dans les deux cas, il est contesté dans différents récits de sa vie qu'Annie ait tiré profit du meurtre de ses maris suivants de la même manière qu'elle était devenue la seule maîtresse de Rose Hall en assassinant John Palmer. Dans les années qui ont suivi sa prise de pouvoir, on prétend qu'Annie a dirigé la plantation d'une manière autoritaire et même sadique. On disait qu'elle fouettait, torturait et tuait parfois des personnes réduites en esclavage. De plus, des éléments de ces années passées en Haïti ont été intégrés à l'histoire. Certains récits, par exemple, suggèrent qu'Annie s'adonnait à des pratiques vaudou, qui étaient alors, comme aujourd'hui, intimement associées à Haïti. Peut-être plus frappant encore, on disait qu'Annie avait fait réaménager le sous-sol de Rose Hall et l'avait transformé en une sorte de donjon où elle accomplissait ses actes de torture. De façon encore plus sauvage, il se murmurait même que la sorcière blanche avait assassiné les enfants de certains des esclaves travaillant à Rose Hall, puis récolté leurs os pour les utiliser comme une sorte de composant dans ses sorts de magie noire. Bien qu'il existe de nombreux mythes et récits divergents sur le comportement d'Annie, la plupart s'accordent à dire que la sorcière blanche a finalement trouvé sa fin lorsqu'elle s'est retrouvée en conflit avec un ancien esclave nommé Taku, qu'elle avait auparavant pris comme amant. On raconte qu'Annie Palmer aurait assassiné l'un des proches de Taku et que ce dernier l'aurait ensuite tué en représailles, en utilisant un mélange de magie noire et de force physique. Une autre version des faits est moins dramatique et affirme simplement cela. Taku se serait mis en colère contre la sorcière blanche parce qu'elle avait pris un autre amant parmi les autres esclaves et, par conséquent, Taku l'aurait simplement étranglé dans son sommeil. Une troisième version de l'histoire affirme que c'est le gendre de Taku qui a été impliqué dans son meurtre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Diverses versions affirment que dans les mois et les années qui ont suivi sa mort, l'esprit d'Annie a continué à hanter le manoir et les terres de Rose Hall, terrorisant les esclaves et les domestiques qu'elle cherchait désormais à punir pour ne pas l'avoir protégée de son vivant. Et cela malgré le fait que les esclaves de la plantation avaient réalisé un rituel vaudou pour tenter de s'assurer qu'elle ne pourrait pas les atteindre depuis l'au-delà. De telles histoires ont persisté pendant des décennies et laissaient entendre que, des années après sa mort, l'esprit de Palmer continuait à errer et à hanter le manoir de Rose Hall en Jamaïque. Ainsi, la sorcière blanche meurtrière était désormais une entité fantomatique, cherchant peut-être à se venger même après la mort. Alors ce mythe de la sorcière blanche pourrait-il avoir le moindre fondement dans la réalité ? La réponse est en grande partie négative. En réalité, Annie Palmer et John Palmer ont quitté Rose Hall peu de temps après leur mariage, vers 1820. Malgré la grandeur du manoir, le domaine avait rencontré d'énormes problèmes financiers au début du XIXe siècle, car l'esclavage était progressivement interdit, puis totalement aboli dans toutes les possessions coloniales britanniques. À mesure que cela se produisait, John Palmer a finalement dû céder la propriété du manoir de Rose Hall à ses créanciers et lui et Annie ont quitté le domaine définitivement. On ne sait pas grand-chose de ce qu'ils ont fait par la suite, tandis que le manoir de Rose Hall a en réalité été abandonné pendant environ 130 ans jusqu'à ce qu'il soit restauré et réoccupé au milieu du XXe siècle. Cela soulève la question de savoir pourquoi le mythe de la sorcière blanche est apparu au départ, et il existe une réponse relativement directe à cette question. En 1868, une histoire a été publiée à propos de la première propriétaire de Rose Hall, Rose Palmer, qui a vécu des décennies avant qu'Annie Palmer n'arrive sur les lieux. Comme le mythe d'Annie, Rose Palmer avait plusieurs maris et avait été en grande partie responsable de Rose Hall. Au fil des années qui ont suivi, des détails supplémentaires ont été ajoutés, ce qui a ensuite renforcé le mythe de la sorcière blanche.
Le plus significatif à cet égard fut un livre sur l'histoire locale de la Jamaïque publié en 1911, ainsi qu'un roman en 1929 qui complétait le mythe de la sorcière blanche. Dans ce dernier cas, un siècle s'était écoulé depuis l'époque des prétendus méfaits de Palmer, et il ne restait plus personne pour contester ces contre-vérités. Ainsi, le livre publié en 1929 comme une œuvre de fiction et qui n'était pas destiné à être interprété comme un reportage historique exact est entré dans les archives comme un élément de pseudo-histoire. Néanmoins, bien que la véritable histoire d'Annie Palmer soit bien connue aujourd'hui, beaucoup de gens en Jamaïque considèrent encore Rose Hall comme une maison hantée. De nombreuses histoires disent que le manoir serait hanté par une silhouette en velours vert, habillée comme au début du XIXe siècle, qui rôderait sur les terres du domaine. Dans d'autres versions, une femme en blanc erre autour de la maison, tandis que d'autres récits rapportent encore que des cris peuvent être entendus régulièrement venant de Rose Hall la nuit. Surtout dans le sous-sol qu'Annie aurait transformé en donjon, mais qui aujourd'hui est une boutique de souvenirs dans ce qui est devenu un site touristique. Ainsi, bien que le mythe d'Annie Palmer et de la sorcière blanche de Rose Hall ait été rejeté comme n'étant rien de plus qu'un conte, des éléments résiduels de cette histoire d'horreur jamaïcaine continuent d'être crus aujourd'hui, et il semblerait que ce soit pour de bonnes raisons. Pour notre dernière histoire, nous allons à la fin du XIXe siècle, où un homme est devenu obsédé par une patiente atteinte de tuberculose, même après sa mort. Karl Tanzler, qui a ensuite vécu sous le nom de comte Tanzler von Colsel aux États-Unis, est né dans la ville allemande de Dresde le 8 février 1877. On sait peu de choses sur sa jeunesse, mais il est évident qu'il a suivi de longues études et qu'il est devenu médecin à un moment donné au cours du XXe siècle. Par la suite, il a quitté l'Allemagne et s'est rendu en Australie, où il a vécu assez paisiblement pendant la majeure partie d'une décennie. Un récit de sa vie nous donne un meilleur aperçu de son séjour en Australie. Il est indiqué que, il y a de nombreuses années, Karl von Colsel a voyagé de l'Inde vers l'Australie avec l'intention de se rendre ensuite dans les îles des mers du Sud. Il fit une halte en Australie pour rassembler du matériel et des bateaux adaptés et pour se familiariser avec les conditions météorologiques et maritimes locales. Cependant, il s'intéressa à l'ingénierie et à l'électricité sur place, acheta des propriétés, des bateaux, un orgue, une île dans le Pacifique, si bien qu'il était encore en Australie au bout de 10 ans. En 1914, Tanzler travaillait à la construction d'un avion transocéanique. Mais la Première Guerre mondiale avait éclaté. Et étant citoyen allemand dans l'un des pays de l'Anzac, ce qui signifie corps d'armée australien et néo-zélandais. Il a été détenu et placé dans un camp d'internement pendant un certain temps durant ce long conflit. Après cela, il a été transféré à Trial Bay, une prison ressemblant à un château sur les falaises, et là il a continué son travail. Une fois la guerre terminée, en 1918, le gouvernement australien a décidé que toute personne ayant été détenue pendant le conflit en tant que prisonnier étranger ne devait pas être autorisée à rester. Et donc à la fin des années 1910, il s'est retrouvé expulsé de force d'Australie vers l'Europe, où il est arrivé aux Pays-Bas. Depuis les Pays-Bas, Tanzler est retourné en Allemagne et il a cherché sa mère dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis le début de la guerre. Heureusement, elle était saine et sauve, et Tanzler est resté avec elle pendant 3 ans, assistant au chaos et à la tragédie qui ont suivi la Grande Guerre. Puis il a rapidement épousé Doris Schaffer. Ensemble, ils auraient eu 2 enfants, Aisha, née en 1922, et Clarista, qui arriva 2 ans plus tard, en 1924. Cependant, Tanzler voyait peu de perspectives pour lui-même et sa nouvelle famille dans l'Europe d'après-guerre. Il était également en contact avec sa sœur qui vivait en Floride, dans le sud-est des États-Unis. Convaincus par sa sœur des opportunités offertes dans les régions plus ensoleillées d'Amérique, les Tanzler ont émigré en 1926. Ils ont d'abord navigué vers la Havane à Cuba, puis sont allés en Floride, où ils se sont installés à Zephyr Hills. Curieusement, c'est à son arrivée aux États-Unis que Karl utilisa pour la première fois le nom de comte Tanzler, racontant qu'il était un parent de la comtesse de Colsel, une amante du XVIIIe siècle du roi de Pologne, Auguste le Fort,
dont le fantôme lui rendait apparemment visite régulièrement pendant son enfance. Selon Tanzler, lors de ces visites, il était confronté à des visions du visage d'une femme aux cheveux noirs qui deviendrait un jour l'amour de sa vie. Peu de temps après leur arrivée à Zephyr Hills, Carl a laissé sa famille là-bas afin d'accepter un poste de technicien en radiologie à l'hôpital maritime de Key West, dans le sud de la Floride. On sait peu de choses sur son travail ici pendant les premières années, mais cela allait changer avec l'arrivée d'une certaine patiente à laquelle son nom est resté associé. Le 22 avril 1930, Maria Elena Milagro de Hoyos, une femme cubano-américaine, est entrée à l'hôpital. Elle était la fille d'un fabricant de cigares et d'une femme au foyer, et avait grandi dans une famille nombreuse. Ce jour-là, sa mère l'avait amenée à l'hôpital car elle se sentait malade depuis un certain temps. Tanzler fut apparemment frappé par elle dès qu'elle entra dans sa clinique, car la jeune femme ressemblait étrangement à l'apparition de la femme. Il affirmait qu'elle lui rendait visite depuis son enfance et qu'elle était censée être son unique véritable amour. Tanzler fut immédiatement fasciné par elle, mais le diagnostic de la jeune femme lors de son examen médical était préoccupant. Elena souffrait de tuberculose, une maladie infectieuse causée par des bactéries, pour laquelle il existait peu de médicaments ou de traitements efficaces au début du XXe siècle, ce qui la rendait généralement mortelle à l'époque. De plus, l'état d'Elena n'a probablement pas été aidé par Tanzler lui-même dans les mois qui ont suivi. Il n'avait aucune formation particulière pour traiter des maladies infectieuses comme la tuberculose, mais son obsession le rendait déterminé à essayer de lui sauver la vie. En conséquence, au lieu de confier ses soins à quelqu'un de mieux formé, il s'en est occupé lui-même et a mis au point une série de toniques et de médicaments spécialement conçus pour tenter de traiter sa maladie. Son obsession pour elle se manifestait également par la remise régulière de cadeaux, de bijoux, de vêtements et d'autres objets, ainsi que par des expressions d'amour. Cependant, rien n'indique qu'elle ait jamais partagé ses sentiments d'une quelconque manière. Finalement, Elena est décédée 1 an et demi plus tard, le 25 octobre 1931. En effet, la maladie, sa contagiosité ainsi que sa létalité ont fait que plusieurs membres de sa famille et de sa famille élargie sont également décédés de celle-ci dans les années qui ont suivi. Cependant, une autre théorie suggère que Tanzler, dans le but de ne pas perdre le contact avec la femme qui était devenue son obsession, l'aurait en réalité empoisonnée. Progressivement, en utilisant une solution composée de racines d'aconite napelle et d'aconite diluée. Cependant, les preuves soutenant cette théorie sont discutables, et il semble plus probable, compte tenu du sort de ses autres membres de la famille, qu'Elena soit tout simplement décédée à cause de sa tuberculose. Mais alors qu'Elena était morte, l'obsession de Tanzler ne l'était pas. Après sa mort, il avait accepté de payer les funérailles et l'enterrement d'Elena à Key West. Il dépensa beaucoup pour cela afin d'offrir un tombeau surélevé dans un cimetière, et pendant les 2 ans et demi qui suivirent, il lui rendit visite presque chaque soir. Mais tout cela allait devenir encore plus obsessionnel. Un soir d'avril 1933, le docteur fit son habituelle visite au cimetière de Key West pour se rendre au mausolée d'Elena. Tanzler avait payé pour son tombeau coûteux, mais cela impliquait notamment qu'il possédait une clé du mausolée lui-même. Il était clairement loin d'être dans le meilleur état psychologique au printemps 1933. Il affirma plus tard que le fantôme d'Elena lui apparaissait régulièrement lors de ses visites là-bas au début des années 1930. De plus, il avait récemment perdu son emploi à la clinique de Key West dans des circonstances inconnues. De plus, il s'était récemment écoulé un certain temps sans qu'il ne rende visite à la tombe d'Elena, et la raison en était qu'il préparait quelque chose de plutôt spectaculaire. Ce soir-là, en avril 1933, il a retiré le corps en décomposition d'Elena de la tombe et l'a placé dans une charrette pour enfants qu'il avait apportée avec lui. Et ensuite, il l'a emmené chez lui. Une fois arrivé, le docteur Tanzler s'est retrouvé confronté au problème macabre d'un cadavre partiellement décomposé. Il commença à remédier à cela en reliant certains des os détachés avec du fil de piano et d'autres matériaux.
Il a placé des yeux en verre dans ses orbites pour remplacer ses yeux naturels, qui s'étaient déjà décomposés à ce moment-là. Et au fil des jours et des semaines, alors que d'autres parties du corps d'Elena se décomposaient, il remplaçait des parties de sa peau par un mélange de tissu de soie durci avec une couche extérieure de cire et un peu de plâtre de Paris utilisé pour faire des moulages. Tanzler est même allé jusqu'à fabriquer une perruque pour le corps, car les cheveux continuaient chauds de tomber de son crâne. Une partie de ses cheveux provenait de la mère d'Elena. Tanzler les avait obtenus et conservés. Le plus étrange, c'est qu'il a rempli son estomac et sa cage thoracique avec du tissu et d'autres textiles pour préserver l'apparence d'une forme humaine normale, et il a même habillé le corps. Le plus choquant, c'est qu'il a ensuite utilisé divers désinfectants et agents de conservation pour rendre le cadavre quelque peu hygiénique, et il a aspergé du parfum dessus pour masquer l'odeur de la décomposition. Ces méthodes de conservation ont été réalisées dans un vieil avion près de sa maison, que le docteur avait transformé en laboratoire médical de fortune. Maintenant, c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Au cours des 7 années suivantes, Karl Tanzler a dormi dans son lit avec le cadavre de Maria Elena de Hoyos. Mais des rumeurs circulaient aussi à Key West. Des rumeurs circulaient à propos de cet homme étrange et reclus qu'on voyait souvent acheter des vêtements pour femmes et du parfum en ville. Il y avait même une histoire racontant qu'un jeune du coin avait vu le docteur danser chez lui avec ce qui semblait être une poupée géante. Finalement, la famille de Hoyos entendit ces rumeurs et crut qu'il devait bien y avoir un fond de vérité. Un jour, la sœur de Maria Elena, Florinda, entendit d'autres rumeurs au sujet du docteur qui avait soigné sa sœur 10 ans plus tôt et qui avait insisté pour payer le tombeau dont lui seul possédait la clé. Tout cela rendait la rumeur selon laquelle Tanzler dormait la nuit avec un cadavre d'autant plus crédible. Ainsi, elle se rendit chez Tanzler et l'affronta en octobre 1940. Après être entrée dans la maison, elle vit ce qu'elle croyait à l'époque être une effigie grandeur nature de sa sœur que Tanzler avait fabriquée. Par la suite, elle alerta les autorités et ce n'est que plus tard, lorsqu'ils sont intervenus et sont entrés dans la maison de Tanzler, qu'il est devenu clair qu'il s'agissait en réalité du corps lourdement maquillé de sa sœur décédée. En conséquence, Tanzler fut rapidement arrêté et inculpé pour ce qui, dans les circonstances, était le crime le plus évident dont il était coupable, le pillage de tombes. Tanzler devait maintenant être jugé pour pillage de tombes, tandis qu'une autopsie était pratiquée sur le corps de Maria Elena pour déterminer exactement ce qu'il avait fait. Des soupçons selon lesquels il s'était livré à la nécrophilie ont été soulevés, mais cela n'a pas pu être prouvé et, lors des interrogatoires, Tanzler n'a pas admis avoir fait une telle chose. Finalement, une fois ce processus terminé, son corps a été rendu au cimetière de Key West, où il a été enterré dans une tombe anonyme. Pour éviter toute nouvelle atteinte à son lieu de repos, que ce soit par Tanzler ou par quelqu'un d'autre, car l'histoire avait acquis une certaine notoriété à ce moment-là dans le sud de la Floride. Une évaluation psychiatrique de Tanzler a suivi. Celle-ci a déterminé qu'il était mentalement apte à être jugé pour le chef d'accusation de profanation de tombe. Mais l'affaire s'est rapidement effondrée, car il a été soutenu que les faits en question tombaient en dehors du délai de prescription, puisqu'il s'était introduit plus de 7 ans auparavant. Et comme aucune autre accusation ne devait être portée, Tanzler a effectivement été libéré. Curieusement, tout au long de cette affaire, Tanzler a suscité une certaine sympathie dans les reportages médiatiques sur l'événement, ses actes étant interprétés comme ceux d'un romantique désespéré. Après l'effondrement du procès et la réinhumation du corps de Hoyos, Tanzler est retourné dans le comté de Pasco, en Floride, près de Zephyr Hills, où il avait laissé sa famille au milieu des années 1920, peu après son arrivée aux États-Unis. Étonnamment, malgré le fait qu'il les ait abandonnés et son comportement plutôt discutable durant cette période, Tanzler a reçu un certain soutien financier et matériel de la part de son épouse, dont il était séparé. Les dernières années de la vie du comte autoproclamé furent tout aussi particulières. Ayant été complètement séparé du cadavre d'Elena, il aurait fabriqué une effigie grandeur nature pour la remplacer, avec laquelle il a vécu jusqu'à sa mort, le 3 juillet 1952, à l'âge de 75 ans.
Celle-ci était dotée d'un masque mortuaire en cire. Son corps ne fut découvert que 3 semaines plus tard dans sa maison, selon certains récits, allongé à côté de l'effigie qu'il avait fabriquée de la femme qui était devenue son obsession. Sans surprise, étant donné la nature étrange de sa vie et de son obsession, l'histoire de Tanzler et de Hoyos a été racontée de nombreuses fois au fil des années. Plus particulièrement, un documentaire de HBO en 1999, tandis qu'une exposition mettant en avant cette histoire a été installée à la galerie Martello, au musée d'art et d'histoire de Key West. Merci d'avoir regardé cette compilation sur ces sombres récits historiques. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez d'autres idées, laissez-les en commentaire. J'espère aussi que vous avez activé les notifications et que vous êtes abonné pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.